tous, je m'appelle Lucille, je suis une tricoteuse et une fileuse et une passionnée de laine des Alpes du Nord. J'habite en Haute-Savoie, juste à côté de la frontière suisse. Je vous propose une nouvelle série de podcasts qui va s'appeler La laine fraîche. Ce nom est tiré d'une blague que m'a faite un collègue en me disant, quand il m'a vu porter un de mes pulls en laine, ça te va bien, t'as la laine fraîche. Et du coup, le nom du podcast était tout trouvé. Pourquoi je fais une deuxième série de podcasts? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, j'ai une autre série de podcasts qui s'appelle Encore un rang, dans laquelle je parle de mes avancées tricot, un podcast de tricoteuse très classique où je parle à chaque fois des projets que j'ai terminés, des projets sur lesquels je suis en train de travailler, et puis des projets que j'aimerais bien faire. Et dans le premier épisode de ce podcast-là, j'avais commencé à parler de ma passion pour les laines locales et rustiques. Et puis, je me demande si finalement, ça serait pas une meilleure idée de séparer ces deux parties de podcast, de faire un podcast consacré à mes avancées tricot et faire un autre podcast consacré au travail de la laine rustique et à ce que je fais avec la laine que je récupère et que je récolte. Donc voilà, j'essaye sur ce format-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en intro? L'objectif de parler de la laine rustique et de la laine locale, c'est vraiment de pouvoir faire redécouvrir un savoir-faire qui s'est beaucoup perdu. La laine avant jusqu'au 19e siècle, jusqu'au XXe siècle, on élevait des brebis, soit pour la laine, soit pour le lait, soit pour la viande. Et on pouvait combiner ces trois modes de production. Et puis, petit à petit, l'intérêt pour la laine s'est délité et on n'a plus eu des brebis que pour le lait et pour la viande et plus pour la laine. C'est dû notamment à la mondialisation, je pense, et au fait que y avait de plus en plus de laine disponible à l'international et puis sûrement moins chère et de meilleure qualité, notamment de Nouvelle-Zélande ou d'Afrique du Sud. Voilà, et du coup, le savoir-faire autour de la laine, c'est un petit peu perdu. Et donc, mon idée, c'est vraiment de réussir à redécouvrir les manières qu'on avait de travailler la laine et de vous les présenter dans ce podcast. Voilà, j'ai commencé à faire des petites recherches, des petites expérimentations, et puis aussi j'ai trouvé des relais, des gens qui travaillent autour de la laine et qui essayent de revaloriser la filière laine française, et c'est vraiment passionnant, et je serais contente de pouvoir faire ma petite part de ce gros projet. Voilà. Ensuite, par rapport à l'autre podcast que je fais également, je suis désolée, je regarde mes notes sur mon téléphone. J'ai pris des notes pour faire le podcast, histoire de pas trop dériver, mais vous voyez, je commence déjà à dériver. Donc, j'ai décidé aussi de séparer ce podcast de l'autre podcast que je fais, parce que je me rends compte que les deux discours que j'ai sont différents. En fait, dans le premier podcast, je tricote des laines qui sont souvent super wash, qui sont travaillées sur, par exemple, les laines que j'ai qui sont teintes à la main, elles sont travaillées sur des bases qui sont pas forcément françaises, pas forcément rustiques, pas forcément locales non plus.
Euh, voilà, je tricote, j'ai déjà tricoté des laines américaines, des laines allemandes, des laines françaises industrielles. Et du coup, ça collait pas vraiment avec la partie sur le travail de la laine et la laine rustique dont je voulais parler. Par exemple, là, vous voyez, j'ai de la laine Lichen and Lace qui est de la laine américaine. J'ai de la laine de Bergère de France qui est de la laine industrielle et on ne sait pas tellement d'où vient la laine. C'est fabriqué en France, mais ça ne veut pas dire que la laine, elle vient de France, n'est-ce pas? Et puis une pelote de Drops Baby Merino, 100% laine, fabriquée en Europe, mais on ne sait pas d'où vient la laine du tout. Et par contre, à côté, hop, je prends mon panier. J'ai aussi un cône de laine rustique, de laine paysanne, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est de la laine pensée en Ariège, fabriquée en Occitanie. C'est le coloris qui s'appelle Burel. C'est issu de brebis tarasconnaises. Voilà, donc c'est de la laine relativement locale, on va dire, rustique, parce que vous verrez que bah voilà, il reste des bouts de végétaux dedans parce que elle n'a pas été traitée de manière à enlever toutes ces fibres végétales qui pouvaient rester à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'appelle de la laine rustique. Donc voilà, la nécessité de séparer un petit peu ces deux podcasts parce qu'en fait, ils n'ont pas tellement le même sujet, ou plutôt pas tellement le même objet. Voilà. Hop. Du coup, je vais peut-être vous parler un petit peu de mon histoire avec la laine pour vous resituer un petit peu. Ceux qui ont vu les épisodes de l'autre podcast euh, l'auront déjà entendu, mais c'est pas très grave. Donc du coup, ma mère, mes tantes, mes grands-mères tricotaient. Moi, quand j'étais petite, ça m'intéressait pas forcément. Et puis, euh, il me semble que dans l'enfance, on a essayé de m'apprendre à tricoter, mais comme le début c'est plutôt difficile et que le résultat n'est pas forcément tout de suite là, et que j'ai un caractère un petit peu d'immédiateté, je pense que je me suis vite lassée en voyant que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et puis du coup, j'ai eu envie de tricoter après la fac, quand j'ai commencé à travailler. Du coup, ma mère m'a redonné des aiguilles et de la laine. Les premiers essais étaient moyennement concluants, mais je me suis accrochée et puis j'ai tricoté pendant quelques années, surtout des modèles de Bergère de France avec de la laine Bergère de France. Euh, voilà, parce que c'était un petit peu tout ce que je connaissais à l'époque. Voilà, j'ai tricoté quelques modèles que je montrerai peut-être un jour à l'occasion. Et puis j'ai délaissé un petit peu le tricot quand je me suis mise à la couture. J'ai cousu un petit peu et puis j'ai fait une pause et je me suis remis il y a 1 an et demi, 2 ans au tricot. Et là j'ai découvert le tricot circulaire, des podcasts, un univers lié à la laine qui était plus fashion que ce que j'avais vécu avant. Et du coup très attirant parce que voilà, plein de couleurs, plein de matières, plein de petits objets qui allaient avec, mais un côté aussi très commercial. Mais je me suis quand même interrogée sur d'où venait la laine et je ne sais plus exactement comment je suis tombée sur la laine rustique. Euh, je pense que ça vient soit d'un podcast, soit de mes recherches
sur internet, je sais pas trop. Et du coup, j'ai découvert que au-dessus de chez moi, il y avait un éleveur. Je le savais, mais je ne m'étais pas intéressée à lui. J'ai découvert que dans ma région, les éleveurs, ils savaient plus quoi faire de leur laine, que personne ne voulait leur acheter, que euh, les, euh, les les gens qui les démarchent pour acheter de la laine en gros et pour la revendre en Chine leur proposent un prix tellement dérisoire que les éleveurs préfèrent garder leur laine en attendant que peut-être on leur rachète à un meilleur prix et que ça n'arrive pas et que certains d'entre eux s'en servent pour de l'isolation, travaillent avec des maraîchers, mais que la majorité de la laine, elle est compostée ou les gens essayent de la brûler, mais, euh, mais voilà, on l'utilise pas tellement. En continuant mes recherches, je suis tombée sur l'association Atelier Laine d'Europe, qui cherche à maintenir ou à soutenir ou recréer une filière laine en France et qui met en lien tous les acteurs de la laine au niveau européen. Et à travers cette association, j'ai découvert une association locale qui était près de chez moi. Il a fallu que j'aille très loin pour découvrir qu'il y avait une association près de chez moi qui s'appelle Défrise ton mouton. Donc je vais beaucoup vous parler de Défrise ton mouton puisque je suis adhérente de cette association-là et je fais avec eux des formations, je participe à des festivals, etc. Donc c'est un petit peu mon support, cette association, pour le travail de la laine, redécouverte du travail de la laine rustique et de la laine locale. Donc voilà, je risque de beaucoup vous parler de Défrise ton mouton et des événements auxquels je participe avec l'association. En ce qui concerne Atelier Laine d'Europe, ils ont notamment produit ce petit prospectus. Donc c'est super bien fait. C'est un prospectus qui présente l'association, mais qui présente aussi les races de moutons, le compagnonnage entre l'homme et les moutons, qui parle de la laine et des processus de transformation, qui parle également des usages de la laine et de la structure de la laine. Donc c'est vraiment un prospectus qui est super intéressant et qui résume vraiment pourquoi c'est important de s'intéresser à la laine. Je pense qu'un jour, il faudrait que je le note, je vous développerai un petit peu les propriétés de la laine, parce que la laine a plein de propriétés textiles, mais pas que, et il faudrait vraiment qu'on soit de nouveau conscient de toutes ces possibilités. Voilà pour l'introduction. Alors ensuite, de quoi j'ai envie de vous parler dans ce podcast? Hop, je relis le plan que je me suis fait. Donc je ferai déjà une première partie qui s'appellera Histoire d'une laine. Dans cette partie-là, je traiterai un peu indifféremment de toutes les étapes qui vont du mouton au fil ou à l'objet en laine, donc en fonction de mes expériences, de mes avancées, du matériel que j'aurais trouvé, voilà, en fonction de l'actualité, de mes expériences. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des événements auxquels je participe, que ce soit des formations, des stages, j'en sais rien, des conférences, des rencontres, des festivals, etc. Et puis, dans une troisième partie, je vous parlerai des projets, de ce qui va se passer après. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je ferai ce podcast-là, ça dépendra un petit peu du contenu que j'aurai à vous donner. Et puis, je suis pas sûre de réussir à dire tout ce que j'ai à dire en une seule fois. J'ai peur que ça fasse un bien trop long épisode pour un seul podcast. Donc, s'il s'avère que je vois que je mets trop longtemps, je couperai en plusieurs parties et puis
Et puis, je vous mettrai ces différentes parties à disposition petit à petit. Voilà, pour pas vous assommer de 5 heures de Lucille raconte son histoire, ses histoires de moutons et de laine. Donc on va commencer la première partie, histoire d'une laine. Je vais chercher tout mon matériel pour l'avoir à disposition et je vous reprends tout de suite. Mais du coup, avant ça, je vais peut-être vous parler un petit peu des moutons et de leur histoire. Donc il semblerait que les moutons aient été une des premières espèces à être domestiquées par l'homme à partir de mouflons sauvages. Ils ont été domestiqués dans l'objectif d'obtenir du lait, de la laine, de la viande et de pouvoir tanner les peaux. Et puis petit à petit, le mouton est devenu une espèce qui dépend de l'homme pour sa survie. Alors pas toutes les races exactement, mais par exemple, un mouton qu'on ne tombe pas peut finir par en mourir. Et du coup, il est nécessaire, absolument nécessaire, de récolter la laine. Donc c'est quand même dommage de ne rien pouvoir en faire. Voilà, cette fois, je vais chercher mon matériel. En ce qui concerne notre histoire de la laine, donc la laine est sur le dos du mouton, il faut la récupérer, donc on va la tondre. Donc pour la tondre, c'est des tondeurs qui s'en chargent, c'est des personnes qui sont formées. Il y a différentes techniques de tonte que je maîtrise pas du tout. Je me suis pas encore vraiment intéressée dans le détail à la tonte. J'ai juste pu voir des tontes et puis y participer en tant que trieuse lors d'une formation organisée par des fristes moutons sur le tri de la laine. Voilà, je vous avais dit qu'on allait beaucoup parler d'eux. Et donc j'ai pu voir deux sortes de tontes différentes. Une tonte avec une tondeuse, donc un appareil électrique qui sert à tondre les moutons, et puis une tonte aux forces. Donc les forces, c'est une espèce de pince-ciseau qui sert à tondre le mouton. Mais voilà, pour l'instant, en termes de tonte, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je maîtrise pas tellement. Donc, lors de la formation tri de la laine organisée par l'association des fristes moutons, donc on était en alpage au-dessus de Chamonix. On a été accueillis par un couple d'éleveurs. L'éleveuse, elle fait partie de l'association, c'est une des membres fondatrices de l'association, il me semble. Et donc elle est éleveuse de Taunet-Marteau surtout. Donc les Taunet-Marteau, c'est une race de moutons de la région Savoie-Haute-Savoie. Elles sont aussi élevées dans d'autres régions, mais elles sont originaires de la région Savoie-Haute-Savoie. Il y en avait plus beaucoup, et donc du coup, les éleveurs se sont mobilisés pour réussir à conserver cette race. Et l'association des fristes moutons, leur objectif, c'est la valorisation de cette laine-là en particulier. Et donc du coup, Karine, l'éleveuse, a des Taunet-Marteau surtout. Elle a quelques Lacaune et quelques nez noirs aussi, nez noirs du Valais. Donc cette formation, elle était organisée en 2 temps. Le matin, on a eu des apports théoriques sur la laine, la matière laine. Et puis l'après-midi, c'était la pratique. Il y avait un tondeur qui était là et on a du coup, il a tondu les brebis de Karine et nous, on triait la laine au pied du tondeur. Donc, c'est important de trier la laine directement, enfin en même temps que la tonte, parce que ça permet de directement séparer les écarts, ce qu'on ne va pas garder, et puis la laine qui nous intéresse à garder et de vérifier la qualité de la toison sans gêner la tonte. C'est un petit peu ça
Ça, l'enjeu des formations, c'est d'arriver à travailler au pied du tondeur sans le gêner. Donc voilà, cette formation, elle nous a été dispensée par Christelle Janet de Serafita. Donc son entreprise Serafita, c'est une entreprise qui vend de la laine 100% naturelle. Et elle propose aussi des animations, des stages et donc du coup des formations autour de la laine. Donc la laine de Christelle, elle ressemble à ça. Hop, je vous mettrai dans la barre de description un lien vers son site internet. Donc voilà, elle nous a appris à reconnaître rapidement, hein, parce que on n'est pas des experts. Christelle, elle, oui, mais nous, les stagiaires qui suivions la formation, voilà, il nous faudrait beaucoup plus d'heures de travail sur la laine pour arriver à vraiment être ultra compétente. Mais voilà, elle nous a fait toucher des toisons, on a parlé des qualités de la laine, de ce qu'on attendait ou pas d'une toison qu'on triait et pour quel usage. Voilà, c'était vraiment super intéressant et la partie pratique, c'était formidable. Le tri au pied du tondeur, c'est un petit peu comme une danse, tout est chorégraphié et si on arrive à enchaîner les étapes correctement, ça peut vraiment se faire en harmonie. Bon, après, c'est un vrai boulot. Là, je crois qu'elle a 60 brebis, Karine. Voilà, il existe des troupeaux de 200, 300 brebis, voire plus. Du coup, c'est quand même un travail qui est physique. Déjà, ce que nous disait Christelle, c'est déjà pour le trieur, c'est difficile, mais il faut penser que la personne qui trie, c'est la personne pour laquelle c'est le moins difficile, le chantier de tonte. Parce que pour le tondeur qui doit se baisser, retourner les brebis, etc., c'est hyper physique. Et l'attrapeur qui attrape les brebis pour les amener au tondeur, son travail est hyper physique aussi. Donc finalement, le trieur, c'est celui qui se fatigue le moins. Et pourtant, on est quand même bien fatigué à la fin de la journée ou de l'après-midi. Avec seulement 60 brebis, donc avec plus, je n'imagine même pas. Voilà, c'était ce que j'ai vécu en formation tri de laine avec l'association des Fristons Moutons et avec Christelle de Serre. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un outil que j'ai découvert lors d'un festival, que j'ai trouvé sur le Bon Coin, que j'ai acheté, restauré. Ah, bonjour chatte. Tu viens discuter? Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, marche-moi dessus, je t'en prie. Kofi vient dire bonjour. Donc, cet outil que j'ai acheté, que j'ai restauré à l'aide de mon chéri, et je le remercie très fort d'amour parce que ça a été... Disons que je suis pas une chef de chantier très diplomate. Bon, je vais m'améliorer, mais là c'était le pauvre. Bref, et du coup restauré et qui marche maintenant, qui est fonctionnel et que je vais pouvoir utiliser pour la laine. Et il s'agit d'une écharpilleuse. Alors je vais vous montrer une photo tout de suite. Je vais essayer de vous faire un avant et un après pour que vous voyez la différence. Et puis je vous insérerai à la fin une petite vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, une écharpilleuse, qu'est-ce que c'est? C'est un outil artisanal. Ça y est, le chat fait des bêtises. Donc, en fait, il s'agit d'un plateau sur lequel il y a des griffes qui sont positionnées dans plusieurs sens différents, sur lequel se balance un balancier muni d'un plateau avec des griffes aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'est de passer la laine à l'intérieur pour qu'elle s'écharpille, donc c'est-à-dire qu'elle se démêle un petit peu et qu'elle s'aère. C'est un outil qui était utilisé surtout pour conditionner la laine, pour la mettre ensuite dans des matelas. Donc le fait qu'elle s'aère, ça la rendait volumineuse et du coup plus confortable.
Et puis du coup, c'est aussi un outil qui, selon moi, peut être une étape avant le fait de carder la laine pour rendre le cardage plus facile. Voilà, donc la restauration s'est plutôt bien passée. Il a fallu changer des pièces parce qu'elles étaient très abîmées, mais le principe même de l'écharpilleuse, c'est-à-dire le plateau avec les griffes et le balancier avec les autres griffes, était dans un état correct et tout à fait fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que, oui, ma coco, parce que c'est la partie la plus importante de l'écharpilleuse. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc du coup, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on passe d'une étape à une autre, je vais aller chercher tous les différents types de laine que j'ai à ma disposition pour vous montrer un petit peu les différentes étapes. Voilà, à tout de suite. De la laine brute. Donc, j'en ai retrouvé un meilleur bout. Donc, vous voyez, le jaune, bah à votre avis, hein, qu'est-ce que c'est? C'est du pipi de mouton, évidemment. Donc des fois, dans la laine brute, on trouve aussi un petit peu des crottes, etc. Surtout quand on l'a pas trié au pied du tondeur. Parce que quand on la trie au pied du tondeur, c'est des morceaux de laine, morceaux de toison, qu'on va tout de suite écarter et dont on va pas se servir. Donc celle-là, elle est pas très propre, mais elle est pas pire. Par contre, elle est un petit peu feutrée. Mais je vous expliquerai une autre fois ce que ça fait d'avoir de la laine feutrée. Donc, de la laine brute. Ensuite, cette laine brute, on va la laver. Hop! Donc, une fois qu'on l'a lavée, elle est beaucoup plus blanche. Alors, elle n'est pas tout à fait blanche, hein. Ça dépend un petit peu du mouton qui l'a portée. Et puis, des fois, elle aurait pu être mieux lavée. C'est pas extraordinaire, mais voilà, laver ça donne ça, donc je vous montre à chaque fois, peut-être les deux l'un à côté de l'autre, brute et lavé. Donc je vous montre que de la tonne et marteau. Voilà, elle sent encore un petit peu le mouton, elle sent un peu le savon aussi. Voilà, elle n'est pas super bien lavée, mais elle est lavée. Et ensuite, on peut passer à l'étape écharpilleuse. L'étape écharpilleuse, ça donne de la laine comme ça. Donc, elle est très vaporeuse. On a démêlé un petit peu cette laine. Il y a peut-être encore des bouts de je sais pas si vous les voyez. Si. Des bouts de végétaux à l'intérieur, mais on en a éliminé pas mal en écharpillant. Désolée, je dois avoir un bout de laine quelque part. Donc on a éliminé pas mal de végétaux en écharpillant et cette laine est devenue toute vaporeuse. Une autre étape qu'on peut faire, c'est carder la laine. Donc carder la laine, moi ce que j'ai là, c'est une nappe cardée que j'ai achetée chez Adéfrise pour mouton. Donc cette laine là, on l'a passée dans des grosses machines qui démêlent la laine et essayent d'aligner à peu près les fibres et ça nous donne une nappe de laine cardée. Cette nappe de laine, on peut tout à fait Cette nappe de laine, on peut tout à fait tirer les fils de laine dedans et tout à fait tout enlever. Et puis récupérer ce dont on a besoin. Ça, c'est l'étape cardage, toujours avec de la laine de tonne et marteau. Ensuite, quand on a cardé cette laine, on peut la filer. Donc ça, il s'agit d'un écheveau que j'ai filé moi-même, donc toujours de la tonne et marteau. Et donc, on arrive à obtenir un fil. Alors moi, mon fil est retordu. En fait, il y a deux fils qui sont enroulés l'un autour de l'autre pour former
2 brins qui sont enroulés l'un autour de l'autre pour former un fil. Et je l'ai mis en écheveau. Voilà. Donc, vous aurez des informations plus tard sur le filage et mes rouets, etc. La laine, ce qu'on peut faire également, c'est la feutrer. Ah, j'ai oublié mon feutre. Attendez, j'arrive. Donc, la laine feutrée, alors là, vous avez des essais de feutre qu'on a fait ou que j'ai fait qui sont pas, ce sont pas des projets, ce sont pas des projets qui sont aboutis. Là, j'ai essayé de feutrer de la laine de Tonnet Marteau. Donc moi, c'est mes premiers essais en feutre. Hein. C'est pas extraordinaire. J'ai fait une bonne nappe bien épaisse. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques poils qui sont noirs dans la Tonnet Marteau. Voilà. Et puis après, j'ai coupé de manière géométrique pour faire quelque chose. Je me disais que j'essaierais bien de faire une pochette ou quelque chose avec. Donc ça, c'est l'étape feutrage. On peut aussi la teindre. Moi, j'ai fait des essais de teinture, mais je vous en parlerai une autre fois. Et enfin, la partie que je préfère, moi, avec le fil que j'ai filé, je fais du tricot. Donc, la première chaussette que j'ai tricotée avec un fil en laine de Tonnet Marteau de l'éleveur qui est au-dessus de chez moi à la bergerie du Maule. Donc ça, c'était la première que j'ai faite. Et puis après, je lui en ai fait une paire pour lui. Et puis celle-ci, c'est un essai que j'ai fait pour sa femme. Mais comme vous remarquerez que quand on file, le fil, il n'est pas très régulier. Il n'est pas toujours d'une épaisseur régulière. Et bien du coup, cette chaussette que je pensais faire en 38 s'avère être un petit 36. Donc voilà, il faut que je recommence pour réussir à lui faire une paire de chaussettes. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est un modèle gratuit de Pearl Soho. Je mettrai les informations en dessous en barre de description. Donc voilà, ça c'est les différentes étapes par laquelle la laine passe avant de devenir un vêtement ou un objet. Donc du coup, la prochaine fois, je vous parlerai de mes essais teinture. J'ai fait donc un essai teinture à l'avocat. J'aimerais bien essayer à l'oignon et au bro de noix. Je vérifierai comment on dit. Parce qu'il me semble que c'est des teintures qui ne nécessitent pas de mordançage. Donc un traitement qu'on fait avant de teindre la laine. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Je voudrais vous parler de feutrage aussi et des projets que j'ai. Voilà. Comme je suis déjà à presque 40 minutes de vidéo passée, on va passer à quelques événements dont j'aimerais parler et puis vous aurez tout ce que j'avais prévu ensuite au prochain podcast. Donc la dernière partie de ce podcast, les événements auxquels j'ai participé récemment, ou en tout cas aujourd'hui je vais vous parler de ceux auxquels j'ai participé dans l'été. Donc il y en a eu 2. Il y a eu en premier le festival du patrimoine chablaisien à Thonon-les-Bains. C'était fin juillet. J'y ai participé avec évidemment l'association des Fristons-Moutons. Il faisait très chaud ce jour-là. On a fait des démonstrations de filage, de feutrage, de filage au rouet, mais de filage aussi au fuseau. C'est là que j'ai découvert l'écharpilleuse parce que Sandrine de l'association en avait amené une pour qu'on en fasse la démonstration. Voilà, c'était un très beau festival. Je vais vous mettre quelques images tout de suite.
auquel j'ai participé cet été, c'était fin août, il me semble. Je ne sais plus exactement la date, mais vous allez la voir, s'afficher. C'était la foire aux bestiaux de Fillinges, juste à côté de chez moi. Donc on avait les objets de l'association des fristons moutons qu'on vendait, et puis on a fait des démonstrations surtout de filage. J'ai filé et j'étais accompagnée d'un un habitant de Fillinges qui file depuis des années et qui file super bien. Et du coup, c'était une super journée, voilà, avec des gens qui étaient vraiment super intéressés de savoir ce qu'on faisait, comment ça marchait. Donc vraiment une chouette journée de partage et de transmission. Et ce qui est intéressant, c'est que ces festivals me permettent de passer ma journée à filer, ce qui est toujours ça de prix. C'est toujours bien d'avoir du temps pour filer. Donc j'étais bien contente. Voilà, et puis j'ai raté le festival des vieux métiers de Cornier, où il y a aussi des démonstrations de filage. Voilà, mais cette année, c'était pas possible pour moi d'y aller, donc j'irai une prochaine fois. Voilà pour les événements. Je vous ai parlé aussi de la formation tri de laine que j'ai fait avec l'association. Donc je vous remets aussi des photos en fin de vidéo. Et puis du coup, la partie projet sur ce podcast, sur ce premier podcast, la laine fraîche va être très courte, puisque il s'agit de faire un deuxième podcast pour que vous ayez la suite de tout ce que j'avais prévu de vous dire dans ce premier podcast. Et ça ne tient absolument pas. Voilà, et ben à très bientôt. Je suis contente d'avoir tourné ce podcast-là. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont sûrement curieux de savoir d'où vient la laine et comment on s'en occupe et ce qu'on peut faire avec. Donc vraiment, si vous avez envie, n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous avez des questions concernant la laine ou le travail de la laine, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai la réponse, je vous répondrai avec plaisir. Et si je l'ai pas, eh bien, ça me fera tout autant plaisir d'aller chercher des informations pour vous les communiquer. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.